J'étais assise derrière un pilier au mariage de mon frère, ce genre de colonne décorative massive que l'on ne voit que dans les clubs privés coûteux. Tout le monde avait une vue dégagée sur la cérémonie, la mariée rayonnante sous une lumière blanche douce, le marié droit et fier, mes parents souriant comme s'ils avaient élevé de la royauté. Moi, je voyais seulement le dos d'un pilier et celui de 3 têtes d'inconnus. Pourtant, ce n'était pas la partie la plus humiliante. Le moment le plus choquant fut quand un général du corps des marines, mon ancien commandant, entra en retard, me vit assise là seule et resta figé comme s'il ne croyait pas ses yeux. Puis il se pencha assez près pour que seul je puisse l'entendre et dit « Suis juste mon exemple et fais semblant d'être mon accompagnatrice ». Quand il se leva plus tard dans la soirée pour parler, toutes les têtes de la salle se tournèrent vers nous et mon père cessa de sourire. Mais je m'avance un peu. Commençons par le début. C'était fin juin, l'été au Colorado en pleine floraison, ce genre de chaleur sèche qui rend l'air brûlant comme la pierre au soleil. Le lieu de la cérémonie était perché sur une colline près de Denver, un resort de luxe choisi parce que mon frère Marc avait, selon ma mère, enfin réussi. Marc, l'enfant doré. Marc, l'homme qui ne pouvait rien faire de mal. Marc, le fils qui portait le nom de notre famille. C'est ainsi que mon père le présentait à quiconque voulait l'écouter. Et moi, j'étais simplement Elisabeth, la fille, partie dans les marines, puis ayant passé près de 2 décennies à passer de base en base, de déploiement en déploiement, jusqu'à ce que ma vie cesse de s'intégrer parfaitement dans l'album familial idéal que mes parents aimaient montrer lors des repas de l'église. Je suis arrivé au resort 2 heures avant la cérémonie. J'arrive toujours tôt. Habitude militaire. J'ai garé ma voiture de location, redressé ma robe bleu marine simple dans le rétroviseur et tenté de faire comme si mon estomac n'était pas noué. Les mariages étaient censés être des réunions chaleureuses et sentimentales. Pour moi, c'était des rappels de distance, de choix que mon père n'avait jamais approuvés, du fait que si j'avais servi mon pays, ma famille avait discrètement continué sans moi. En m'approchant de la pelouse où se déroulerait la cérémonie, j'aperçus des invités élégamment vêtus, le doux tintement des flûtes de champagne, et un photographe dirigeant les demoiselles d'honneur en robe vert sauge pâle pour qu'elles lèvent légèrement le menton vers les montagnes. J'ai pensé pouvoir aider. Je l'ai dit à l'organisatrice du mariage, une jeune femme avec un carnet et un sourire tendu permanent. Tout est géré, vous pouvez juste profiter, gazouilla-t-elle. Les femmes comme elles ne savaient jamais quoi faire de moi, larges épaules, posture militaire, aucun intérêt pour des bavardages sur les centres de table. J'ai hoché poliment la tête et me suis écarté. Je me suis dirigé vers les sièges, cherchant mon nom. Les premiers rangs avaient des plaques soignées, parents, familles proches, invités VIP. Ce n'était pas de la fierté qui me faisait espérer être dans la 2e ou 3e rangée, c'était de la logique. J'étais la sœur du marié. Même si Marc et moi n'étions pas proches, la famille reste la famille. Ou du moins, c'est ce que je me disais. Mon nom, Elizabeth Carter, fut finalement trouvé dans le tout dernier rang, rangée 12, coin gauche, derrière le pilier. Je fixai la petite carte crème, l'écriture élégante, la petite feuille décorative imprimée en dorure. Quelqu'un l'avait placée intentionnellement à moitié cachée derrière la colonne de marbre, comme un après-coup. Un instant, je l'ai simplement tenue, ressentant le poids des années dans ce minuscule rectangle de carton. Ce n'était pas le siège lui-même qui faisait mal, c'était tout ce qu'il représentait. En grandissant, j'avais toujours été celle poussée sur les bords des conversations, des photos de famille, des attentes. Mon père croyait que les fils construisaient l'héritage et que les filles le soutenaient. Il n'était pas cruel, il n'avait juste jamais remis cette idée en question. Marc était l'avenir brillant, celui qui restait à la maison, rejoignait l'entreprise familiale, épousait la femme que ma mère considérait parfaite. Et je n'étais rien de tout cela. J'ai rejoint le corps des marines à 19 ans. Mon père ne m'a pas parlé pendant presque 1 an après, non pas par colère, mais par déception, si silencieuse et lourde que c'était comme être effacé. Et d'une certaine manière, être assise derrière un pilier au mariage de mon frère ressemblait exactement à ce vieux silence revenu. Les invités arrivèrent au compte-gouttes, prirent place, bavardant chaleureusement, se penchant pour se faire la bise et se remémorer. Je suis resté seul, mains croisées sur mes genoux, écoutant la polie ignorance d'être ignoré. Puis, juste au moment où la musique de la cérémonie commençait, j'entendis une voix familière derrière moi. Est-ce la capitaine Carter? Je me suis retourné, et il était là. Major général William Harland, retraité, mais toujours droit comme si son noyau vertébral avait été façonné dans le fer et la roche de montagne. Ses cheveux étaient grisonnants, des rides autour des yeux,
mais il était indubitable. Il avait commandé notre force lors d'un déploiement brutal à l'étranger. Un homme d'intégrité profonde et de feu silencieux. Sœur, murmurai-je, presque trop stupéfaite pour me lever. Il regarda ma carte, puis le pilier, puis moi avec une incrédulité lente et cuisante. Ils t'ont mis ici? Je haussai les épaules, feignant l'indifférence. Ça va, j'y suis habitué. Non, ce n'est pas acceptable, dit-il. Il s'assit dans la chaise vide à côté de moi, celle que personne ne voulait, et baissa la voix pour que seul je puisse l'entendre, suis juste mon exemple et fais semblant d'être mon accompagnatrice. Avant que je puisse comprendre ce que cela signifiait, la marche nuptiale commença. Les invités se levèrent. La mariée avança dans l'allée, rayonnante et élégante. Les gens se penchèrent. Les parents pleuraient. Et de derrière le pilier, je n'en vis presque rien. Je ne voyais que le profil du général, fort, stable. Et chaque fois qu'il me regardait, protecteur, comme s'il comprenait exactement ce que signifiait être assise là où j'étais assise. Quand la cérémonie se termina et que les invités se dirigèrent vers la salle de réception, il toucha légèrement mon coude et dit « Je ne te laisserai pas disparaître ce soir ». Je ne savais pas encore ce que cela voulait dire, mais je le découvrirai bientôt. Le fait étrange d'être invisible et qu'on ne s'en rend pas compte d'un coup. Cela s'insinue lentement, année après année, fête après fête, jusqu'au jour où l'on se tient au mariage de son propre frère, réalisant que personne, ni ton père, ni ta mère, ni ton frère, ne s'attend à ce que tu existes au centre de quoi que ce soit. On est le personnage de fond sur la photo de famille, la personne tenant l'appareil photo pendant que les autres posent. Ce sentiment ne commence pas au mariage, il remonte à des décennies plus tôt. J'ai grandi dans une banlieue tranquille du Colorado, du genre avec des impasses nommées d'après des arbres et des voisins saluant depuis l'autre côté de la pelouse en tondant leur gazon. Mon père, Thomas Carter, entraînait la ligue de baseball des petits, grillait des steaks dans le jardin et croyait presque religieusement au rôle traditionnel. Les fils portaient l'héritage familial, les filles étaient agréables à avoir. Mon frère Marc est arrivé 2 ans avant moi et fut immédiatement le centre de l'univers. Grands yeux bruns, cheveux épais, athlète naturel. Les gens parlaient de lui comme solide, fiable, un bon enfant prometteur. Les professeurs l'aimaient, les entraîneurs le louaient, les filles se pressaient autour de lui. Mon père marchait la poitrine bombée, fier, comme si son héritage était assuré. Puis je suis arrivée, silencieuse, observatrice, déterminée d'une manière qui ne correspondait pas au scénario de mon père. Je n'étais pas une enfant difficile, juste quelqu'un qui refusait de faire semblant. Je posais des questions, lisais des livres sur des lieux lointains, préférais courir des tours plutôt que jouer aux poupées. J'aimais la sensation de pousser mon corps jusqu'à ce que mes poumons brûlent. Et je détestais qu'on me dise que je ne devais pas faire ça parce que j'étais une fille. Mon père ne me comprenait pas, ma mère m'ignorait poliment, Marc me tolérait. Et si je suis honnête, cette dynamique n'a jamais vraiment changé. Je me souviens d'un 4 juillet particulier. Marc devait avoir 16 ans, pratiquement une célébrité locale après avoir marqué le touchdown décisif aux demi-finales d'État. Les voisins se pressaient autour de lui lors de notre barbecue, posant des questions sur les universités, le repérant, lui serrant la main comme s'il était un futur sénateur. Pendant ce temps, je venais de terminer une course caritative de 5 km pour les vétérans et j'avais remporté la première place dans ma catégorie d'âge. Je rentrais à la maison en sueur, fier, portant la petite médaille qu'il distribuait. Je la montrai à mon père, regarde, première place. Il leva à peine les yeux du grill, bien joué, ma fille. Et, Marc, raconte à tout le monde cette offre de bourse. Et c'était tout. Avec les années, j'ai appris à ne plus attendre d'applaudissements. J'ai trouvé ma validation dans le seul endroit où je me sentais vu, le corps des marines. J'y suis entré à 19 ans contre l'avis de tous. Ma mère a pleuré. Mon père est resté silencieux pendant 3 jours. Marc demanda pourquoi je ne voulais pas d'une vie normale. Mais pour la première fois, je me sentais à ma place. Dans le corps, le mérite comptait, l'effort comptait, la loyauté comptait. Personne ne se souciait de qui était ton père ou combien de touchdowns ton frère avait marqué. Pourtant, chaque fois que je rentrais en permission, je sentais le fossé se creuser. Les conversations à table tournaient autour des promotions de Marc, de son entreprise immobilière en expansion, de ses fiançailles avec une institutrice locale, de son nouveau camion. Quand j'essayais de parler de mes déploiements au cycle d'entraînement, la pièce tombait dans un silence gêné.
Un Thanksgiving reste gravé plus que les autres. Je revenais d'Okinawa avec seulement 36 heures de permission. J'avais apporté à mon père un drapeau américain plié, ayant flotté lors de notre cérémonie d'unité, que je déposai sur le comptoir de la cuisine, pensant que cela pourrait avoir un sens. Mon père le prit, l'examina comme s'il s'agissait d'un objet de curiosité dans une boutique de musée et dit « Tu n'avais pas besoin de m'apporter un drapeau de pitié, Lise. J'aurais préféré que tu rentres simplement pour de bon. » Il ne voulait pas me blesser, mais il le fit profondément. Ce moment cristallisa quelque chose en moi. Je ne faisais pas partie du récit de ma famille. J'étais une branche secondaire, une note de bas de page, une cousine lointaine partageant par hasard le même nom de famille. Alors, quand Marc annonça qu'il allait se marier et m'envoya une invitation formelle embossée, je me sentis partagé. Je voulais y être, mais je redoutais d'y être. J'étais sa seule sœur. Mais lorsque je demandai si je pouvais aider pour quoi que ce soit la répétition, les courses pour le dîner, calmer les nerfs de sa fiancée, il répondit doucement, « Tout est prévu. Viens juste, d'accord, et ne t'inquiète pas de venir avec un invité. Ce n'est pas important. » Mon rôle était simple, apparaître, mais ne pas prendre de place. Ce message résonna à nouveau lorsque je rentrai chez moi la veille de la cérémonie. Mes parents organisaient un petit dîner pré-mariage. Je franchis la porte avec une bouteille de vin et un sourire, mais j'aurais tout aussi bien pu être un livreur apportant des plats à emporter. Ma mère s'occupait des couverts, mon père parlait affaires avec Marc et Grégory, le futur marié. Je restais en marge du salon, écoutant leurs rires. À un moment, Grégory, un homme poli et doux que je n'avais rencontré que 2 fois, se tourna vers mon père et demanda « Et que fait votre fille maintenant ?» Mon père fit un geste vague de la main, elle était dans les marines. Maintenant elle fait quelque chose dans la sécurité, je crois. Je restais à 2 mètres et demi, invisible. Plus tard dans la soirée, Marc me demanda si j'avais vu le plan de table dans le fil de mai du mariage. Je ne l'avais pas vu, il me le renvoya. J'ouvris le PDF dans la chambre d'Ami et zoomai. Rangée 12, derrière le pilier. Je fixai l'écran assez longtemps pour que les lettres deviennent floues. Mes paumes se mirent à chauffer. Une sensation familière de tension me monta dans la gorge. Ce n'était pas le siège, c'était le message, ce mariage a des gens importants, et tu n'en fais pas partie. J'éteignis la lampe et restai éveillé des heures, à fixer le ventilateur au plafond. Je pensais aux nuits de déploiement, à combien l'obscurité semblait différente à l'étranger, plus lourde, pleine de responsabilités. Cette nuit-là, l'obscurité semblait personnelle. Pourtant, je me dis que j'irai, que je me montrerai. Je m'assierai où l'on me dirait, je sourirai, j'applaudirai parce que c'est ce que fait la fille oubliée. Je ne savais pas encore que tout changerait dès qu'un général de division à la retraite entrerait dans la cérémonie et me reconnaîtrait. Je ne savais pas qu'il refuserait de me laisser disparaître. La veille du mariage, je dormis peu, répétant sans cesse le plan de table dans ma tête, rangée 12, tout à gauche, derrière le pilier. Une part de moi se demandait si ce n'était qu'un simple oubli, mais une autre savait mieux, dans des familles comme la mienne, le plan de table n'est pas qu'un schéma, c'est une déclaration silencieuse de rang et d'importance. Et mon rang n'avait apparemment pas changé depuis l'enfance. Le soleil du matin traversa les rideaux fins de ma chambre d'invité, réchauffant l'espace que ma mère avait décoré de couettes florales et de citations encadrées sur la gratitude. Je restai un moment à fixer le plafond, laissant la douleur familière dans ma poitrine s'éveiller doucement avec moi. Puis je me forçai à sortir du lit, me doucher et m'habiller de manière décontractée pour le petit déjeuner en bas. Ma mère était déjà en mode hôtesse, s'occupant d'une cafetière, disposant des muffins sur un plateau, parlant fort du programme de la journée. Elle ne remarqua mon entrée que lorsque je pris une tasse. « Oh, Lise, dit-elle avec un sourire poli qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux, « bonjour. Il y a des œufs au frigo si tu veux en faire. Je ne savais pas quand tu te lèverais. » Comme si elle n'avait pas entendu mes allers-retours toute la nuit. Mon père lisait le journal à table, lunettes basses sur le nez, me fit un signe de tête. Ni chaleureux, ni froid, juste un signe de reconnaissance, le même qu'il donnerait à un voisin passant avec son chien. Je m'assis avec mon café. Il parlait de chronologie, d'invités, des amis golfeurs de Marc, de la météo, du trafic, de tout sauf de moi. Je n'attendais rien de plus. J'écoutais comme toujours, fantôme au petit déjeuner d'une autre famille. Lorsque je mis enfin mes chaussures pour partir tôt au complexe, ma mère cria « N'oublie pas que c'est une cérémonie formelle. Essaie de paraître présentable pour les photos, ma chère. »
des années dans les marines m'avaient appris discipline, endurance, résilience, mais rien ne préparait à la douleur d'une telle phrase. Je fis un sourire forcé. Je gérerai. Le trajet jusqu'au lieu prit 40 minutes à travers des routes bordées de pins et des vues montagneuses si belles qu'elles faisaient presque mal. Le Colorado avait toujours été ainsi, majestueux, indifférent, obstinément inchangé, peu importe combien une personne changeait intérieurement. J'avais parcouru ces routes pour partir en déploiement, revenir en congé, assister aux funérailles d'amis perdus. Maintenant, je conduisais les mêmes routes pour m'asseoir derrière un pilier au mariage de mon frère. La vie a parfois un humour cruel. Le complexe était splendide dans ce style épuré et sophistiqué que les riches adorent, pelouses impeccables, grandes arches de pierre, fleurs blanches parfaitement arrangées. Je me garai dans le parking invité et pris la housse contenant ma robe bleu marine. J'avais choisi quelque chose de simple mais élégant, ni trop voyant, ni trop banal. C'était ma place. Dans le hall, une hôtesse me dirigea vers la suite nuptiale. « Si vous voulez dire bonjour, dit-elle. » Son sourire était lumineux mais ses yeux scrutaient mon visage comme pour associer un nom à une personne. Elle ne réussit pas. Dans la suite, la porte était ouverte, des rires éclatants s'échappaient. Les demoiselles d'honneur, robes assorties, bouclaient leurs cheveux, ajustaient leur maquillage, sirotaient du champagne, semblant sorti d'une publicité pour la joie. Victoria, ma future belle-sœur, rayonnait sous les lumières parfaites, cheveux blonds élégamment attachés, maquilleuse attentive comme pour une star hollywoodienne. Sa vie était ciselée, manucurée, photographiée, tout correspondait à l'idée que ma famille se faisait du succès. Je toquai à la porte, « Bonjour », dis-je en entrant. Victoria me regarda dans le miroir, « Oh, Elisabeth, tu es en avance. » Surprise, ni ravie ni déçue, juste surprise, comme trouver une fourchette dépareillée. Je pensais voir si tu avais besoin d'aide, offris-je. Son sourire était poli mais distant. La planificatrice s'en occupe, merci. Une demoiselle que je ne connaissais pas murmura quelque chose à une autre, et elles me regardèrent avec un demi-sourire compatissant, presque de pitié. Je m'éloignai en hochant la tête. Très bien, je vais chercher ma place. Je n'avais rien à faire dans cette pièce. Je me changeai dans un petit couloir, lissant ma robe et vérifiant mes cheveux. Je paraissais bien, mieux que bien même. Un instant, je me demandais ce que cela ferait d'entrer dans la suite nuptiale, confiante, accueillie, désirée. Mais l'imaginer revenait à enfiler un uniforme qui n'était pas le mien, beau mais pas mien. Dehors, l'équipe peaufinait encore, ajustant les chaises, testant les micros, redressant les arches florales. Je tenais ma carte de siège en approchant des rangées, espérant qu'on les mise à jour. Mais la carte correspondait au panneau, rangée 12, tout à gauche, derrière le pilier. Je restai un long moment à fixer ce point, la brise légère portant l'odeur des roses et de l'air de montagne. Quelque part derrière moi, un enfant riait. Devant, le quatuor à cordes s'échauffait. Et je restais là, tenant mon nom, sentant la douleur silencieuse s'étendre. Il aurait été facile de partir, retourner à Denver, passer la journée à un dîner à manger des gaufres et faire comme si les mariages n'existaient pas. Mais je restais, car une partie de moi, obstinée, forgée par des années de marine, refusait de laisser cette famille m'effacer complètement. Je m'assis derrière le pilier, dos droit, menton levé, comme m'avait appris le corps, invisible ou non. Les invités commencèrent à arriver par vagues, familles, amis, collègues, parents venant d'autres États. Ils remplissaient les rangées, prenant des selfies avec enthousiasme et se saluant chaleureusement. Je restais caché derrière le pilier, inaperçu, jusqu'au moment où un homme arrivé en retard s'arrêta devant ma rangée. Ses chaussures s'immobilisèrent près de mes pieds. Puis une voix familière dit, « Capitaine Carter, est-ce bien vous ?» Et tout commença à changer. « Capitaine Carter, c'est vraiment vous ?» Je me retournai et, l'espace d'un instant, le monde sembla revenir à une base avancée poussiéreuse de la province de Helmond, avec l'odeur du diesel, le goût métallique de l'adrénaline et le grondement lointain des hélicoptères, car se tenant là, dans un costume parfaitement repassé, les cheveux plus gris que je ne m'en souvenais mais la posture toujours droite comme un canon de fusil, se trouvait le major général William Arlon. « Général Arlon, murmurai-je, à moitié incrédule. Que faites-vous ici, monsieur ?» Il me lança ce regard évaluateur que j'avais vu des centaines de fois sous les tentes de briefing à l'étranger. Je devrais vous poser la même question. Ses yeux glissèrent vers mon siège, son front se plissa. « Pourquoi êtes-vous là ?» J'ouvris la bouche, puis la refermai.
C'est une longue histoire, dis-je enfin. Il observa le pilier qui bloquait ma vue, puis ma carte de nom, puis le fait que personne autour de nous ne s'était donné la peine de dire plus qu'un simple bonjour poli lorsqu'il était passé. Sa mâchoire se contracta, un mouvement subtil mais indubitable. J'avais déjà vu ce regard, celui qu'il affichait quand de jeunes marines n'étaient pas traitées correctement, quand quelque chose n'allait pas. Il s'assit à côté de moi, ignorant les sièges vides plus proches de l'allée. Vous savez, capitaine, à mon expérience, les dispositions des sièges en disent plus sur une famille que n'importe quel discours. Je laissai échapper un souffle à moitié rire, à moitié soupir. Ça va, monsieur. Ça ne va pas, dit-il. Et pas de monsieur aujourd'hui, je suis à la retraite. Appelez-moi William. Je ne peux pas vous appeler William, répondis-je automatiquement. Il sourit. Alors appelez-moi général et embarrassez-moi devant les civils. À vous de choisir. Pour la première fois de la journée, je souris vraiment. La cérémonie commença. La musique s'éleva, les invités se redressèrent, les têtes se tournèrent vers l'allée. Mais de ma position, je ne voyais que des fragments de mouvement entre les épaules et les arrangements floraux, un flot de tissu clair, l'éclat de la robe de la mariée, l'arrière de la tête de Marc. Des rires légers que je ne parvenais pas à distinguer. Le général Arlon se pencha légèrement pour voir autour du pilier, puis me lança un regard incrédule. Vous ratez tout. Je sais, répondis-je en essayant de garder la voix légère. À ce stade, j'avais l'habitude de rater des choses. Les mots s'échappèrent avant que je puisse les retenir. Il les saisit immédiatement. Votre place n'était pas un accident, dit-il doucement. Non, acquiesçai-je, ce n'était pas le cas. Nous restâmes silencieux un moment pendant que des vœux étaient échangés quelque part derrière le pilier. Le quatuor jouait une mélodie douce. Les gens reniflaient dans des mouchoirs. Le téléphone de quelqu'un vibra. La lumière du soleil réchauffait le sommet de nos têtes. Puis la cérémonie se termina, les applaudissements parcourant la foule, et les invités se levèrent pour se diriger vers l'heure du cocktail. Le général se leva et tendit la main pour m'aider à me lever comme si j'étais encore sous ses ordres. « Vous venez avec moi, dit-il. » Je clignai des yeux. « Monsieur. » Il soupira. « Elisabeth, fait plaisir à un vieil homme. » Il utilisa mon prénom. Il n'avait jamais utilisé de prénom. Avant que je ne puisse protester, il prit mon coude avec naturel, doucement, respectueusement, et me guida vers la salle de réception. Les gens nous regardaient, les yeux écarquillés en le reconnaissant. Le major général William Arlon avait une réputation qui dépassait largement le corps des marines. C'était le type de leader dont les marines parlaient pendant des décennies, et que les civils respectaient instinctivement. À l'intérieur de la salle de bal, des serveurs passaient en courant avec des plateaux de boissons pétillantes. Un jazz doux jouait depuis la scène. Les invités se regroupaient par petits groupes, admirant la décoration. La première chose que je remarquai fut la disposition des sièges, en U, avec la table d'honneur sur une plateforme légèrement surélevée. « Trouvons votre place, dit-il. » Son ton était doux, mais il n'y avait rien de doux dans la raideur de ses épaules. Nous approchâmes de l'extrémité de la salle, là où l'on plaçait habituellement les invités obligatoires. Je parcourus les numéros de table jusqu'à trouver le mien. Même configuration qu'à l'extérieur, dernière table, coin le plus éloigné, près de la sortie et des toilettes. « C'est ici qu'ils vous ont mis ?» demanda-t-il. Je hochai la tête. « Et moi ?» Il vérifia la liste. « Ah, table 11 également ici. » Il laissa échapper un rire sans humour. Cela explique beaucoup de choses. Puis, sans cérémonie, il prit nos 2 cartes de table, les plia soigneusement en 2 et les rangea dans sa poche de veste comme des preuves. « Général, chuchotai-je avec urgence, on ne peut pas juste. »« Si, nous le pouvons. » Il parlait avec la certitude calme d'un homme ayant ordonné un soutien aérien dans une tempête de sable. « Suivez mon exemple et faites semblant d'être mon accompagnatrice. » Mes yeux s'écarquillèrent. « Mon accompagnatrice ?» Il cligna de l'œil. « Vous allez m'aider à rendre certaines personnes très mal à l'aise. » Il marcha droit vers l'avant, vers les tables remplies de dirigeants d'entreprises, de politiciens, de la famille élargie et de gens qui s'attendaient clairement à être vus. Les conversations s'interrompirent à son approche, comme elles l'avaient toujours fait lorsqu'il entrait dans une pièce en uniforme. Même en costume, il dégageait une autorité naturelle. À la table 3, près de la table d'honneur, il tira une chaise pour vous, général.
Elle est réservée seulement jusqu'à ce que nous soyons assis. Il sortit sa propre chaise et s'assit. Réservé, n'était plus. Je m'assis lentement, consciente de tous les regards tournés vers nous. Un homme de la table voisine se pencha pour serrer la main du général, la voix pleine d'admiration. « Général Arlon, quel honneur !» « Avec plaisir, » répondit chaleureusement le général. « Je suis ici avec mon accompagnatrice Elisabeth. » Un autre invité intervint, « Vous avez servi ensemble ?» Il ne perdit pas une seconde. Elle a servi sous mes ordres. La meilleure officier que j'ai jamais commandée. La chaleur me monta au visage. J'essayai de me cacher derrière mon verre d'eau, mais le général posa simplement une main ferme sur mon épaule, un geste doux et rassurant, rappelant que je n'étais pas seul, que quelqu'un dans cette salle me voyait. Du coin de l'œil, j'aperçus mon père à la table d'honneur, regardant avec les yeux plissés, confus, surpris, mécontent. Pour une fois, il ne savait pas ce qui se passait. Pour une fois, le scénario n'était pas le sien. Le dîner fut servi peu après, salade dressée, petit pain chaud, conversation discrète. Mais plusieurs invités trouvèrent un prétexte pour passer près de notre table et saluer le général en lui offrant des compliments, en lui serrant la main. Et à chaque fois, il me présenta en premier. Pas comme la sœur de Marc, pas comme la fille qui avait été dans les marines, mais comme capitaine Carter, l'une de ses officiers. Et à chaque présentation, l'expression de mon père se crispa. Lorsque les discours commencèrent, témoins, demoiselles d'honneur, mariés, tous tournèrent leur attention vers l'avant. Tout le monde sauf le général. Il se pencha vers moi et murmura, « Quand ce sera notre tour, je vais dire quelque chose. Général, s'il vous plaît, ne faites pas ça. » Mais il me lança ce regard, celui que les officiers apprenaient à ne jamais contester. « La famille doit savoir quand elle s'est trompée sur quelqu'un, » dit-il doucement, « surtout quelqu'un qui a servi. » Mon cœur battait dans mes oreilles. « Et ce soir, » ajouta-t-il, « ils sauront exactement qui vous êtes. » La demoiselle d'honneur termina son discours sous des applaudissements polis et le groupe entama une interlude douce pendant que les invités sirotaient du champagne. Les lumières du soir s'atténuèrent légèrement, transformant la salle en un décor digne d'un magazine, or chaleureux, ombres élégantes, tout parfaitement pensé pour les photos. J'essayais de me concentrer sur les centres de table étincelants, le goût du champagne, ou même l'odeur du saumon rôti servi, plutôt que sur le nœud croissant dans mon estomac, car je savais que le général Arlon allait faire quelque chose que je ne pouvais pas contrôler. Et pour une femme ayant passé des années sous protocole militaire, ne pas contrôler la situation était le pire sentiment imaginable. Mon père était assis à la table d'honneur, adossé à sa chaise, satisfait de lui-même. Ma mère, raide, souriait trop largement à chaque passage, fière d'être la mère du marié et d'être placée à l'honneur. Aucun des deux ne me regardait, pas une seule fois. Puis le général Arlon posa sa serviette soigneusement sur la table. Un petit geste, discret, mais je le reconnus immédiatement, c'était son geste prémission. Quelque chose en moi murmura, « Prépare-toi ». Il se leva avec aisance, calmement, comme il se tenait devant un peloton de marines respectueux. Les conversations autour de nous s'éteignirent, puis cessèrent complètement, comme si la pièce reconnaissait l'autorité avant que l'esprit n'ait compris. Un projecteur du plafond reflétait légèrement sur ses cheveux gris. « Général, voulez-vous le micro ?» demanda un serveur, surpris. Il sourit poliment. « Ce ne sera pas nécessaire. » Oh, Dieu! Je serrai mon verre d'eau si fort qu'il grinça. Il racla sa gorge une fois. Rien que cela fit taire complètement la salle. Même le groupe cessa de jouer. Il commença, « Bonsoir. Je m'excuse de parler hors de mon tour. Je sais que les mariages ont leur propre ordre minutieux. » Un frisson de rire parcourut les invités. Ils l'adoraient déjà. Le sourire de mon père restait figé, mais ses yeux s'aiguisèrent, il n'avait clairement pas prévu cela. Le général continua, « Je suis William Arlon. Certains d'entre vous me connaissent, d'autres non, mais j'ai eu l'honneur de servir dans le corps des marines des États-Unis pendant plus de 35 ans. » Des applaudissements éclatèrent, quelques hommes se levèrent, et le général hocha humblement la tête. « Et ce soir, dit-il, j'aimerais reconnaître quelqu'un avec qui j'ai servi, quelqu'un que j'ai eu le privilège de commander à l'étranger, quelqu'un qui a fait preuve de courage, de loyauté, d'intelligence et d'honneur de manière que peu de gens peuvent constater de première main. » Mon cœur battait la chamade. Capitaine Elisabeth Carter. Des dizaines de têtes se tournèrent vers moi en même temps. Le sourire de mon père disparut comme effacé d'un coup.
Ma mère manqua de faire tomber sa flûte de champagne. Marc, à la table d'honneur, cligna des yeux rapidement, comme s'il essayait de comprendre ce qu'il venait d'entendre. Le général Arlon continua, voix ferme comme le roc, elle a été l'une des meilleures officiers sous mon commandement. Elle a dirigé ses marines avec une force tranquille, pris des décisions sous le feu qui ont sauvé des vies, et supporté des fardeaux que la plupart des familles ne connaîtront jamais. Ses yeux croisèrent les miens, et je sentis une brûlure derrière mes paupières. Le capitaine Carter ne m'a pas demandé de dire cela, ajouta-t-il. En fait, elle pourrait même ne jamais me le pardonner. Un rire parcourut les invités, mais il y avait de l'émotion derrière. De la vraie émotion. Elle est bien trop modeste pour son propre bien et bien trop habituée à rester à l'arrière de pièces où elle mérite une place au premier rang. Mon souffle se coupa. Quelqu'un au premier rang murmura, c'est la sœur de Marc. Le général Arlon éleva légèrement la voix, non pas plus fort, mais plus ferme, assez pour atteindre chaque recoin de la salle. Ce soir, j'ai eu le désagrément de découvrir que le capitaine Carter, décoré, vétéran marine et personne exceptionnelle, était assise derrière un pilier. Un souffle collectif parcourut les tables. Mon père se raidit comme un homme pris en faute. La main de ma mère monta à sa gorge. Elle ne pouvait pas voir la cérémonie, dit le général simplement. Pas parce que les chaises étaient complètes, pas parce que l'espace était limité, mais parce que quelqu'un avait décidé qu'elle ne méritait pas le premier rang. Le silence tomba, lourd et fragile. J'ai vu beaucoup de choses dans ma vie, dit-il, mais je n'ai jamais toléré le manque de respect envers un marine, et je ne commencerai pas aujourd'hui. Il se pencha légèrement, une main reposant doucement sur mon épaule. Elisabeth mérite mieux de nous tous, du monde, et certainement de sa propre famille. Ma poitrine se serra, un mélange complexe de gratitude, d'embarras et de douleur. Il conclut doucement, ni en colère, ni vengeur, juste profondément sincère, alors ce soir, que ce soit dit clairement, le capitaine Carter a servi son pays avec distinction, et je suis infiniment fier de me tenir à ses côtés comme ami. Puis il leva son verre, à Elisabeth. Une forêt de verres s'éleva. Les gens se levèrent. Les applaudissements secouèrent la salle. Je restai figé, submergé par toutes les émotions en même temps. J'avais passé la majeure partie de ma vie invisible dans ma famille, et en 30 secondes, il m'avait fait voir. Lorsque les applaudissements s'éteignirent, le général se pencha et murmura, ils avaient besoin de l'entendre. J'avalis, monsieur, je ne sais pas quoi dire. Alors ne dis rien. Il sourit, les yeux adoucis. Tiens juste la tête haute, capitaine. Et étrangement, je le fis. Quand j'osais enfin regarder, mon père me fixait. Pas en colère, pas confus, autre chose, quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. Une reconnaissance mal à l'aise, non méritée, mais réelle. Le dîner reprit, mais rien n'était plus pareil. Des inconnus vinrent vers moi. Des invités me remercièrent pour mon service. Même le photographe de l'événement demanda à prendre une photo de moi avec le général. Je n'étais plus invisible. Pas ce soir. Pas dans cette salle. Mais la véritable confrontation, celle que j'avais évitée pendant des années, approchait encore. Je pouvais la sentir comme le tonnerre qui gronde, mon père allait me parler. Pour le meilleur ou pour le pire, les choses allaient changer, et je n'étais pas sûr d'être prête. Les applaudissements du discours du général s'éteignaient encore lorsque les assiettes furent débarrassées et que le groupe passa à un slow nostalgique, un morceau des années 70 qui fit se balancer automatiquement les invités plus âgés. Les lumières s'adoucirent, les gens se mêlèrent, les conversations bourdonnaient, mais rien ne semblait normal. Pas pour moi, pas pour ma famille, pas pour mon père. Je le sentis avant de le voir. Un instinct hérité de l'enfance, le changement dans l'air, le murmure des voix proches, le serrage dans mon estomac. Papa avait toujours marché avec une raideur particulière dans les épaules, comme s'il portait un poids invisible qu'il n'admettait jamais. Et maintenant, il s'approchait de notre table avec cette même démarche rigide. Le général Arlon le remarqua avant moi, redressant légèrement sa posture, non de manière conflictuelle, simplement attentive. Prête ? Mon père s'arrêta à notre table pour la première fois de la soirée. Il me regarda. Pas à travers moi, pas au-delà de moi, mais moi. Elisabeth, dit-il. Mon propre nom me surprit. Il l'utilisait rarement. La plupart de ma vie, il s'était adressé à moi par des termes vagues, ta sœur, la fille, elle, comme si me nommer compliquait les choses. Papa, dis-je prudemment.
Le général se leva par respect et par habitude. Monsieur Carter, salua-t-il formellement. Papa hocha la tête, raide. Général. Il y eut une pause suffisamment épaisse pour la couper. La voix de mon père était plus basse que prévu, puis-je parler seul avec ma fille? Le général me regarda, non mon père, comme pour vérifier mon consentement. Subtil, mais le geste envoya une chaleur dans ma poitrine. Enfin, quelqu'un me traitait comme la personne ayant autorité sur sa propre vie. Je serai juste là-bas, dit le général en désignant une table proche. Appelez-moi si besoin. Ces mots n'avaient aucune menace, mais portaient le poids inébranlable de la loyauté. Lorsqu'il s'éloigna, papa tira la chaise à côté de moi et s'assit, non en face pour se distancer, mais à côté de moi. Rien que cela fit battre mon cœur à toute vitesse. Il expira lentement. Je ne savais pas que tu servais sous ses ordres. Je ne pensais pas que ça t'intéresserait, répondis-je avant de pouvoir me retenir. Papa sursauta légèrement, pas de manière dramatique, mais assez pour que mon souffle se bloque. Mon père n'était pas un homme qui sursautait. Il était rigide, stoïque, silencieux, souvent froid, mais jamais il ne perdait son calme. Je me souciais, dit-il, plus que je ne l'avais montré. Un rire amer monta, mais je l'avalai. Tu n'as jamais demandé. Pas une fois. Pas pendant mes déploiements. Pas quand je rentrais. Pas quand. Je détournais le regard pour me ressaisir. Pas même quand j'ai été blessé. Il regarda ses mains sur la table. Je remarquai un léger tremblement dans ses doigts. L'âge peut-être, ou le stress, ou quelque chose de plus profond. Je ne savais pas comment, admit-il doucement. Ton choix de rejoindre les marines m'a fait peur. Cela m'a cloué le silence. Mon père effrayé, continua-t-il. Je ne savais pas comment soutenir une fille que je ne comprenais pas. Tu étais forte, indépendante, déterminée. Tu n'avais pas besoin de moi comme ton frère. Ce n'est pas vrai, murmurai-je. Il secoua la tête. Si. Et au lieu de dire, je suis fier, j'ai repoussé, je t'ai tenu à distance. Je me suis dit que c'était parce que tu ne voulais pas de mon implication. Mais c'était un mensonge. Je me protégeais de mes propres insécurités. J'ai cligné des yeux forts, papa. J'ai toujours voulu ton approbation. J'ai juste cessé de l'attendre. Il avala. Je comprends maintenant. Le poids de ces mots s'installa entre nous. Lourd, douloureux, mais réel. Il regarda la table d'honneur où les invités bavardaient sans se douter de rien. Ton frère a dit au planificateur que tu n'avais pas besoin d'une bonne place. Qu'il pensait que tu voudrais rester tranquille. Que la foule n'était pas ton truc. Ce n'est pas ce qu'il voulait dire, murmurai-je. Papa soupira. Non, ce n'est pas ça. Il me fit face complètement, redressant ses épaules avec une sorte de fermeté que je connaissais. J'ai vu le plan de table hier. Je ne l'ai pas changé. J'aurais dû. C'était la plus proche chose d'une excuse que j'avais jamais entendue de sa part. Il se pencha, voix basse, mais je t'ai vu ce soir. J'ai vu comment les gens réagissaient à toi. Comment ce général parlait de toi. Ses yeux s'adoucirent, une lueur de fierté y scintillait. Je n'avais pas réalisé ce que tu étais devenu, qui tu étais devenu. Et c'est ma faute. Des larmes piquaient mes yeux, indésirables et inattendues. Je ne voulais pas de spectacle, papa. Je sais, dit-il, mais ça m'a ouvert les yeux. Et il fallait que tes yeux s'ouvrent. Nous restâmes silencieux un moment. Puis il tendit la main vers la mienne. Pas timidement, pas à contre-cœur, fermement, comme un père en retard pour ce geste. Je suis fier de toi, dit-il, la voix épaisse. Plus que tu ne pourras jamais le savoir. Mon souffle trembla. Je ne pouvais parler. Il serra de nouveau ma main. Je veux arranger les choses si tu me le permets. Je hochai lentement la tête. Je le veux aussi. Un soulagement traversa son visage. Tellement humain, tellement vulnérable, que j'en fus presque brisé. Bien, murmura-t-il. Avant qu'il ne puisse dire plus, une voix timide nous interrompit, Monsieur Carter, ils sont prêts pour la danse des parents. Une jeune coordinatrice se tenait à proximité, tenant un plan. Papa me lança un sourire hésitant. Je te parlerai après. J'aimerais ça. Moi aussi, dis-je doucement. Il se leva,
redressa sa veste et se dirigea vers la piste de danse. Il se retourna une fois, juste une fois, et à ce moment-là, il ne voyait ni déception ni obligation. Il voyait sa fille. Le groupe commença à jouer un morceau sentimental. Les gens se rassemblèrent. Ma mère et mon frère attendaient au centre. Mon père les rejoignit et la danse commença. Mais son regard revenait sans cesse vers moi, de petits coups d'œil emplis de quelque chose de nouveau, regret, respect, reconnaissance. La blessure entre nous n'était pas guérie, mais cette nuit-là, le saignement s'arrêta. Et pour la première fois depuis des années, je sentis quelque chose en moi se desserrer comme un nœud enfin en train de se défaire. La nuit n'était pas terminée, d'autres révélations allaient suivre, d'autres vérités à affronter, mais pour l'instant, je me laissais respirer. Les mariages finissent toujours de la même manière, la musique s'éteint, les chaises raclent, les gens s'étreignent en disant au revoir, la chaleur du champagne encore dans leur voix. Mais cette nuit-là, alors que la dernière chanson jouait et que les invités se dirigeaient vers la sortie, quelque chose semblait différent, plus doux, moins amer, comme si les arêtes vives de la journée avaient été poncées juste assez pour que je puisse respirer sans me crisper. Je me tenais près des portes-fenêtres, regardant le gazon sombre, reprenant mon souffle dans la fraîcheur de la nuit. Des guirlandes scintillaient le long de la rambarde, se reflétant sur le lac en fragments doux. Derrière moi, les invités discutaient, riaient, rassemblaient leurs manteaux. Quelqu'un laissa tomber un verre. Quelqu'un d'autre entonna une ballade faux, une fin de mariage normale. Mais je ne me sentais pas normal. Je me sentais comme quelqu'un qui venait de voir une faille se déplacer sous sa famille et, peut-être pour la première fois, se déplacer en sa faveur. Puis-je me joindre à vous ? La voix du général interrompit mes pensées. Il s'avança à côté de moi, les mains jointes dans le dos, la posture d'un homme qui resterait toujours militaire même hors uniforme. « Ça va, capitaine » demanda-t-il doucement. Je laissai échapper un long souffle. « Je ne sais pas encore. » Il acquiesça comme si c'était la réponse la plus honnête du monde. Parfois, les plus grandes batailles se mènent sans fusil. Je laissai échapper un petit rire. Tu as toujours parlé comme une affiche de recrutement. Ça vient avec l'âge, dit-il sèchement. Et avec l'arthrite. Nous restâmes là, regardant le gazon tranquille. Merci, dis-je enfin, pour tout ce soir, pour m'avoir vu. Ses yeux s'adoucirent. Elisabeth, je n'ai rien fait ce soir qui ne soit déjà vrai. Parfois, les gens ont juste besoin d'aide pour se souvenir de ce qu'ils auraient dû savoir depuis toujours. J'avalai la boule dans ma gorge. Quand même, je suis reconnaissante. Il hocha légèrement la tête, semblant comprendre le poids de mes mots. Après un instant, il se racla la gorge. Ton père tient à toi plus qu'il ne sait le montrer. Je ne suis pas sûr que ça suffise, murmurai-je. Peut-être pas, dit-il, mais c'est un début. Nous retournâmes à l'intérieur. Les invités rassemblaient leurs affaires. Ma mère passait de groupe en groupe, évitant mon regard, mais portant une expression que je n'avais jamais vue, ni irritation, ni contrôle masquant le stress, quelque chose comme l'incertitude. Ce n'était pas une victoire, c'était la vérité qui la rattrapait enfin. Mon père s'approcha lentement, toujours adouci par notre conversation précédente. « Nous partons, dit-il. » Je pensais ce que j'ai dit, Elisabeth. « Je sais, répondis-je. » Il hésita, puis me serra dans ses bras, d'abord raide, puis plus ferme. Familier et pourtant pas familier du tout. Lorsqu'il se détacha, ses yeux contenaient quelque chose de stable et prometteur. « Je veux te voir, dit-il. Pas seulement aux événements. Passe dîner la semaine prochaine. » Ma poitrine se serra. Oui, j'aimerais ça. Lorsqu'ils partirent, je me retrouvai seul dans une salle de bal enfin vide, enfin silencieuse, juste moi et l'odeur des bougies éteintes. Je rentrai à mon hôtel, la nuit se dissolvant en un flou de lumière d'autoroute et d'adrénaline épuisée. Je dormis d'un sommeil profond comme depuis des mois je ne l'avais pas fait. Au matin, la lumière du soleil traversa les rideaux. Les oiseaux chantaient dehors. Je restai allongé, regardant le plafond, laissant l'étrangeté de la paix m'envahir. Peut-être que les choses avaient vraiment changé. Peut-être que j'avais changé. Les mois suivants avancèrent doucement, prudemment, comme marcher sur de nouvelles jambes. Mon père et moi dînâmes ensemble les semaines suivantes. Nous ne parlions pas de tout, mais de suffisamment, mes missions, mes blessures, ses peurs, la manière dont nous nous étions mal compris pendant des années. C'était maladroit, réparateur et tardif.
Ma mère n'était pas aussi rapide à changer. Elle resta polie, distante, discrètement compétitive. Mais elle cessa de faire semblant que je n'étais pas là. Elle cessa de traiter ma carrière comme une honte. Parfois, c'est tout ce qu'on peut demander. Mon frère s'excusa aussi, maladroitement. Ce n'était pas personnel, dit-il. Ça m'a paru personnel, répondis-je. Il avala, hocha la tête et admit, oui, peut-être que ça l'était. Nous n'étions pas soudainement meilleurs amis, mais plus des étrangers non plus. Quant au général, il devint une partie de ma vie de manière inattendue, un café par mois, parfois pour parler du cœur, parfois de tout le reste. Il ne dépassait jamais les limites, ne faisait jamais comme si j'avais besoin d'être protégé, mais il était là, voix stable, mentor, rappel de qui j'étais quand je doutais de moi-même. Une fois, quand je le remerciais encore pour son discours, il balaya cela d'un geste sec et sourit. Elisabeth, tu as mérité chaque mot. Sa foi en moi ne remplaça pas l'absence de ma famille, mais m'enseigna que la valeur ne disparaît pas parce que quelqu'un d'autre ne la voit pas. Les années passèrent. Mon frère et sa femme eurent un enfant, puis un autre. Je devins tante Lise, celle qui construisait des jouets, qui apprenait aux enfants à monter des tentes, qui leur glissait des biscuits quand leurs parents ne regardaient pas. Je n'étais plus derrière un pilier dans leur monde, j'étais au premier plan. Mon père vieillit plus lentement après notre réconciliation. Peut-être que la culpabilité pesait sur lui depuis toutes ces années. La laisser partir sembla alléger tout chez lui, ses épaules, sa voix, même son rire. Un après-midi, longtemps après avoir reconstruit ce qui était brisé, il dit doucement, « Je ne savais pas comment élever un guerrier. Tu méritais mieux. » Et je compris alors que parfois le parent dont on avait besoin devient celui qu'on obtient enfin. Le mariage devint une légende familiale, murmurée, débattue, racontée. Certains dirent que le général avait embarrassé tout le monde. D'autres, il a sauvé la journée. Seul lui et moi connaissions la vérité. Il n'a pas sauvé ma journée. Il a sauvé mon estime de moi. Il a donné à ma famille quelque chose qu'ils ne pouvaient ignorer, la vérité. Et de cette vérité tout le reste a grandi. Si vous écoutez ceci, peut-être avez-vous connu des moments où l'on vous ignorait, peut-être vous êtes-vous senti invisible là où vous auriez dû appartenir, peut-être votre famille ne vous a pas vu pour ce que vous étiez ou pour ce que vous combattiez à devenir. Voilà ce que j'ai appris, parfois le monde ne reconnaît pas votre valeur tant que quelqu'un ne le lui rappelle pas. Parfois, ce quelqu'un, c'est vous. Et parfois, si vous avez de la chance, c'est une personne qui voit votre force bien avant vous. Pardonnez quand vous le pouvez. Tenez-vous droit quand vous devez. Et ne laissez jamais un pilier bloquer votre vue de votre propre valeur. Si cette histoire vous a touché, partagez vos pensées ou écoutez une autre histoire. Et si vous souhaitez d'autres récits sur la résilience, la famille et les secondes chances, je serais honoré que vous vous abonniez.